Alors nous voilà au moment où on doit ouvrir la réunion d'affaires de l'Assemblée générale. Alors je vous demanderai bien de prendre vos places, qu'on puisse sans délai reprendre nos travaux. Alors comme on le sait tous, c'est une grande entreprise de pouvoir convoquer cette Assemblée générale et comme c'est le cas dans toutes les organisations. Pour pouvoir tenir une Assemblée générale, il faut bien sûr rencontrer le quorum que nous nous sommes fixés en vertu de nos statuts. Alors, à l'Agence universitaire de la francophonie, le quorum est atteint si nous avons 50% plus 1 membre titulaire, donc les membres votants, qui sont présents à l'Assemblée générale. Alors, nous avons, au jour d'aujourd'hui, 521 membres titulaires qui sont en règle de cotisation. Ce qui veut dire, et là, c'est pas moi qui ai fait la mathématique, ce qui veut dire que nous devions avoir 261 pour atteindre le quorum. Alors, je suis très, très content de vous apprendre que nous sommes présents, bien sûr, en plus des membres associés et les invités, nous avons présents aujourd'hui 335 membres titulaires, ce qui constitue 64% des membres de l'Agence qui sont présents à cette Assemblée générale. Alors, conséquemment, vous comprendrez que c'est avec joie et bonheur que je peux déclarer ouverte cette 16e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, nous avons évidemment un travail formidable à accomplir au cours des 3 prochains jours. Vous savez, la tradition voulait que cette Assemblée générale se tienne sur 2 pleines journées. Nous avons jugé qu'il était important d'ajouter une journée à cette délibération afin que justement nous puissions ensemble aussi de discuter d'affaires académiques entre nous, en bilatéral, en commission et en atelier de travail, ce qui sera fait au cours des 3 prochains jours. Alors nous avons, je crois que vous avez à l'écran, l'ordre du jour qui est étalé bien sûr sur 3 jours, c'est-à-dire les 7, 8 et 9 mai. J'ai devant moi la première partie de l'ordre du jour, celle d'aujourd'hui. Alors je vais pas nécessairement vous lire l'ensemble de cet ordre du jour, mais c'est un ordre du jour qui nous est proposé par le conseil d'administration de l'Agence, qu'il a revu lors de sa dernière réunion, c'est-à-dire l'avant-dernière réunion que nous avons tenue en décembre à Paris. Alors vous voyez que ce matin, nous avons quand même les affaires, je dirais, statutaires qui doivent être traitées par l'Assemblée générale, c'est-à-dire dans un premier temps l'adoption de l'ordre du jour, suivi de l'adoption des modifications au statut de l'AUF. Nous avons de nouveaux statuts depuis 2001, mais après 12 ans d'expérience et la 4e Assemblée générale, nous avons jugé important de vous soumettre quelques propositions concernant des modifications à ces statuts. Par la suite, conformément au statut, ça me fera grand plaisir de vous soumettre le rapport du président, donc le rapport de mes 4 années à la présidence de l'Agence universitaire. Et en 4e point, il y aura bien sûr l'intervention du recteur et suivra la présentation du projet de programmation quadriennale que vous avez aussi pris connaissance, puisque vous avez, vous avez dans votre dossier la proposition qui est devant nous. Pour terminer cet après-midi, il y aura les ateliers, lesquels nous avons déjà invité à vous inscrire à l'avance selon vos intérêts. Alors voilà donc l'ordre du jour pour le 7 mai. Est-ce qu'on regarde maintenant pour demain, le 8? Alors, donc nous aurons dans un premier temps la discussion à venir de la femme dans la francophonie universitaire, suivie de la communication des noms des représentants des États et gouvernements désignés par les instances de la francophonie au conseil d'administration. Alors, conformément au statut, il y a 11 représentants des États
qui font partie du conseil d'administration de l'agence. Et ce n'est pas nous qui les nommons, ce sont les États réunis auprès de la francophonie qui ont désigné ces représentants et nous vous communiquerons les noms demain. Par la suite, il y aura, et là c'est un moment fort puisque les instances de gouvernance de l'agence sont un élément très important de cette agence, un élément très important des délibérations de l'Assemblée générale. Donc nous aurons les réunions régionales et les réunions des membres associés et des représentants des réseaux institutionnels pour faire un travail afin d'identifier et de proposer des candidatures pour les membres des différents conseils, notamment du conseil associatif, du conseil d'administration et bien évidemment pour la présidence de l'agence universitaire. Alors là, il y a une procédure qui, bien sûr, doit être suivie. Les dispositions sont prévues dans les statuts, sont prévues et seront expliquées afin que l'on puisse comprendre ensemble quelles sont les démarches qu'on doit entreprendre lors de ces réunions-là afin d'arriver avec des propositions de candidature. En 10e point, nous aurons des activités scientifiques, c'est-à-dire la présentation des recommandations issues des ateliers du 7 mai, des ateliers de cet après-midi. Et enfin, en fin d'après-midi demain, avant la soirée, j'aurai le privilège de vous communiquer les noms des candidats à la présidence ainsi qu'au conseil d'administration et au conseil associatif. Alors, et après ça, mesdames et messieurs qui seront les candidats et les candidates, vous aurez bien sûr la soirée et une partie de la journée du 9 pour pouvoir circuler, rencontrer vos collègues afin de vous faire connaître pour le vote qui se tiendra, comme on le verra dans un instant, le 9. Alors donc, j'en suis maintenant au 9 mai. Alors donc, le 9 mai, il y a une nouveauté encore à cette Assemblée générale. Ce sont les rencontres académiques express et présentations des universités latino-américaines membres de l'AUF. Vous savez, les rencontres académiques express, j'ai été informé par M. le recteur qu'il y avait plus de 1000 demandes de rencontres académiques en bilatéral ou en trilatéral, enfin je ne sais pas exactement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un intérêt qui est tout à fait au-delà de ce que nous avions pu imaginer lorsque nous avons pensé qu'il serait utile d'inscrire cette activité-là à l'ordre du jour. Par la suite, il y aura la table ronde sur la circulation internationale des connaissances, mobilité spatiale, mobilité virtuelle, emploi. Et enfin, avant la clôture de l'Assemblée générale, nous aurons l'élection du président ou de la présidente ainsi que des membres du conseil d'administration et des membres du conseil associatif. Alors, vous conviendrez tous avec moi qu'il s'agit d'un agenda chargé, mais combien stimulant et aussi nécessaire si l'on veut tenir une Assemblée générale remplie de succès. Alors, je voudrais maintenant, en ce moment ici, au nom du conseil d'administration, demander votre accord sur cette proposition d'ordre du jour. Alors, puisqu'il s'agit d'une assemblée générale, nous devons tenir le vote et je crois que je dois demander le vote à main levée et ce sont ceux qui ont des cartons verts, je crois, c'est-à-dire les membres titulaires qui doivent donner leur accord à cet ordre du jour. Alors, moi, je ne vois pas très bien, mais il y a des gens dans la salle, à moins que je vois que le vote est très divisé. Alors, je vais demander en ce moment de lever votre main et la garder levée avec votre carton jusqu'à ce que quelqu'un me dise qu'ils ont terminé le comptage. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, nous voilà maintenant en pleine réunion de l'Assemblée générale et je passe en ce moment au point 2 de l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption des modifications au statut de l'Agence universitaire de la francophonie. Nous avons jugé de mettre cette question à l'ordre du jour, très haut à l'ordre du jour, puisque la décision que vous prendrez peut avoir aussi un impact sur la façon que nous allons conduire et décider un certain nombre d'autres éléments qui vont découler de cette Assemblée générale. Je dirais que, dans un premier temps, si vous vous rapportez à l'article 5 de nos statuts actuels,
Et donc, c'est l'article 5 qui régit donc la question de la modification des statuts. Les statuts, nous le savons tous, sont les statuts qui ont été adoptés lors de l'Assemblée générale de Québec en 2001, donc une refonte importante des statuts de l'agence, et je peux témoigner du fait que je suis maintenant au conseil d'administration depuis l'adoption de ces statuts, depuis 2001, et je crois que ces statuts, dans leur, je dirais, dans la philosophie de fond de ces statuts, servent excessivement bien l'Agence universitaire de la francophonie, avec ses 3 instances de gouvernance, et aussi avec la représentativité donc, générale qui s'y retrouve. Mais avec 12 ans donc maintenant de vécu et d'observation autour de ces statuts, nous avons jugé qu'il était temps de procéder à un certain nombre de modifications que je dirais qui sont plutôt, je dirais, sommaires par rapport, je dirais, au fond des statuts. Alors, pour y arriver, nous avons, au conseil d'administration, créé un groupe de travail que j'ai eu le privilège de présider. Ce groupe de travail était composé, en plus de la présidence, de Mme Régine Lavoie, qui était à l'époque la représentante du gouvernement du Québec au conseil d'administration de l'AUF, de M. Gemayel Ben Brahim de l'Université Carthage en Tunisie, qui est maintenant, comme beaucoup d'entre vous le savez, directeur de notre bureau à Dakar, M. Jackie Lumarc, le recteur de l'Université de Quisqueya en Haïti, M. Clément Malela, de la présidence des universités de la République démocratique du Congo, et de M. Daniel Schultes de l'Université de Neuchâtel en Suisse. Alors, donc, les propositions qui vous sont soumises aujourd'hui sont le résultat du travail et des consultations qu'ont pu conduire le groupe de travail. Ce groupe s'est réuni le 19 mars 2012, donc il y a plus d'1 an maintenant. Les premières propositions ont été présentées au conseil d'administration du 25 mai 2012. Ici, je le dis, c'est parce que les statuts prévoient aussi que la refonte des statuts ou les modifications aux statuts doivent être initiées, entre autres, par le conseil d'administration. Alors, donc, le conseil d'administration, ensuite, ces propositions ont été présentées au bureau du conseil d'administration du 15 octobre 2012 et ainsi qu'aux membres du comité de gestion du Fonds universitaire de coopération et de développement, qui est une des instances de l'agence, lors de sa réunion annuelle du 30 novembre 2012. Enfin, le conseil a adopté ces modifications que vous avez devant vous lors de sa réunion du 19 décembre 2012 et les propositions d'actualisation des statuts ont été transmises à l'ensemble des établissements membres par courriel et par courrier, ainsi que sur le site Internet de l'AUF et celui de l'Assemblée générale, plus de 2 mois avant la date de cette Assemblée générale. Alors, pour nous aider à aller au point essentiel de cette proposition de modification, j'inviterai la secrétaire générale, Mme Vanda Diebold, à passer à travers avec vous assez rapidement les principales propositions que nous vous soumettons. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous allons entrer maintenant dans une phase un peu technique parce que ces statuts sont d'application immédiate si vous les votez dans quelques instants. Donc nous devons regarder quelles sont les principales modifications que nous vous proposons. Je vous suggère donc de sortir de votre sacoche le fascicule statut et vous trouverez à la première page un tableau avec 3 colonnes, les textes actuels, les modifications que nous vous proposons et le texte tel qu'il résulte si vous acceptez les modifications. Ne vous inquiétez pas, c'est très long, il y a 17 pages, nous allons aller vite, nous allons prendre, mais quand même sérieusement, nous prenons, si vous voulez bien, la colonne du milieu, donc les propositions de modification, et nous allons aller de l'avant, modification par modification. Comme le Président le rappelait à l'instant, ces statuts sont robustes, ils sont excellents. Néanmoins, certaines propositions avaient un petit peu vieilli,
Donc vous verrez, il y a pas mal de rédactionnel, de toilettage de la rédaction pour l'actualiser, la simplifier, la rendre plus claire. Et puis il y a aussi des modifications plus fondamentales. Et la plupart de ces modifications ont été inspirées par des remarques, des observations, des critiques que beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, ont fait à l'Assemblée générale de Bordeaux. Et l'exécutif a tenu à cœur de donner suite à vos remarques et à vos critiques. Et le groupe de travail a ensuite examiné et retravaillé sur cette base. Voilà. Donc, si nous commençons par l'exposé des motifs de l'agence, donc certaines dispositions étaient un petit peu obsolètes et donc les modifications ont été réécrites et les modifications 1 et 2 sont des modifications purement rédactionnelles, donc on peut passer. La troisième, le point 3, c'est le rajout de la facilitation de la réalisation d'accords de siège pour l'agence. Là, nous avons tiré un peu les leçons de certaines difficultés pour conclure des accords de siège. Il nous a semblé intéressant d'inclure cette disposition dans les statuts. Les 5 et 6 sont rédactionnels. Je passe. Au point 3, principes et objectifs, là, nous arrivons à des choses plus importantes. En écho au discours de Madame la Ministre tout à l'heure, nous avons rajouté le principe de l'égalité entre hommes et femmes dans les principes directeurs de l'agence. Nous avons évidemment rajouté le français comme langue des savoirs, qui ne figurait pas jusqu'à présent dans ces principes et objectifs, et fait au point 9 et 10 quelques modifications rédactionnelles sur lesquelles je passe. Il en est de même pour le 11, et pour ce qui est de l'astérisque et du 12, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ce sont des points importants. Alors, nous trouvons à partir du point 13 3 modifications de fond. La première, c'est l'élargissement de la notion de réseau. Il a paru souhaitable d'amplifier cette notion qui, pour l'instant, est centrée sur les réseaux institutionnels présents dans cette salle et pour amplifier la dynamique de réseau, de permettre une ouverture plus large à des réseaux qui frappent à notre porte depuis longtemps. Donc, élargissement de cette notion en créant la notion de réseau universitaire qui se subdivise elle-même en 2 catégories. D'une part, les réseaux institutionnels qui, bien entendu, restent avec leur importance et leurs prérogatives, et d'autre part, des réseaux de chercheurs francophones qui pourraient adhérer selon des critères auxquels nous avons réfléchi et qui permettraient de déterminer leur accès comme membres. Deuxième ajout important, c'est le point 14, c'est désormais de donner aux membres associés la possibilité d'être représentés dans les instances de l'agence. Ça émane directement de Bordeaux aussi. Nous avons 30% de membres associés et il a paru gênant et un peu injuste qu'ils ne puissent pas du tout participer aux instances de gouvernance de l'agence. Donc, nous avons prévu pour eux une participation de 3 sièges au conseil associatif. J'y reviendrai dans quelques minutes. Et nous proposons également, c'est le point 15, la suppression du comité de gestion. C'est une instance qui avait été créée à une époque où les représentants des gouvernements n'étaient pas aux instances de l'agence. Mais depuis, il y a eu le conseil d'administration des statuts de 2001, il y a eu la création de la commission des finances, et cet organe n'est plus vraiment nécessaire. Nous en proposons la suppression.
Les points 16 et 18 sont des points rédactionnels. Le 17 résulte de ce que je viens de dire sur les membres associés. Au point 19, nous vous proposons de préciser la notion de quorum en disant que ce sont les membres titulaires, toujours la moitié au moins des membres titulaires, bien sûr, mais à la condition qu'ils soient à jour de leur cotisation pour pouvoir participer au vote. Nous en arrivons au point 21 qui donc qui parle de la composition du conseil associatif et qui donc est modifié par ce que je viens de vous exposer tout à l'heure. Donc, la composition du conseil associatif, si vous en étiez d'accord, serait la suivante. Comme actuellement les administrateurs du conseil d'administration, qui vont passer de 14 à 16 membres du fait de la création d'une 7e région, et aussi parce que nous allons détacher, si vous l'agréez, le poste du président du quota régional. Donc, il passe de 14 à 16. Il y aurait donc 7 membres élus sur une base régionale et non plus 6, puisqu'on crée une nouvelle région. Et enfin, il y aurait 3 membres des réseaux institutionnels et 3 membres représentants des membres associés. Voilà donc quelle serait cette nouvelle composition du conseil associatif qui en augmente légèrement l'effectif, mais dans des proportions qui restent tout à fait raisonnables. Le 22 est une rédaction pour mettre en cohérence nos statuts avec le statut du personnel. Je passe. Le 23, c'est la possibilité d'inviter des personnalités avec voix consultative à la commission des finances pour tenir compte du fait que nous supprimons le comité de gestion. Et nous en arrivons au conseil d'administration. Donc, première modification, il serait composé de 16 membres au lieu de 14, pour les raisons que j'indiquais à l'instant. Donc, on crée une nouvelle région par la subdivision du monde arabe, et donc la région passe de 2 à 3, de 2 à 3 représentants, 2 pour le Maghreb et 1 pour le Moyen-Orient. Et d'autre part, nous détachons la présidence des quotas régionaux. C'était quelque chose qui avait été beaucoup demandé à Bordeaux parce qu'on trouvait là aussi un peu gênant que le président capte en quelque sorte un siège des quotas régionaux alors qu'il est le président de toute l'agence et que dès qu'il est élu, il n'est plus le représentant de sa région, mais le représentant de l'ensemble de votre communauté. Nous créons également la possibilité d'un suppléant, et nous y reviendrons quand nous évoquerons les modalités de vote demain matin, pour des raisons évidentes, pratiques évidentes. Du toilettage rédactionnel ensuite, et au point 26, un point important, les administrateurs ne seraient rééligibles qu'une fois, contre 2 maintenant. Nous pensons que les temps changent, que les choses évoluent et que 2 mandats, ça fait 8 ans, 3, ça fait 12 et que donc il est bon, c'est un des principes de bonne gouvernance, qu'il y ait un renouvellement des membres qui soit à un rythme assez fréquent tout en ménageant une certaine stabilité. Le 28 est un amendement qui a pour but d'encourager l'assiduité. Lorsque on a 3 absences consécutives, eh bien, on est considéré comme démissionnaire. Voilà. Le point 29, c'est du rédactionnel, je passe. Et pour le point 30, nous avons souhaité simplifier la composition du conseil scientifique en supprimant la catégorie de membres cooptés et en ayant les 9 membres issus des réseaux comme actuellement, et donc 18 membres universitaires sans faire de distinction entre élection directe et cooptation qui n'avaient pas vraiment de justification. Les articles 30
31 et 32 ont pour objet essentiel à la fois de préciser les attributions du recteur et puis surtout de lui donner mandat pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à la collecte de fonds privés par le biais d'un fonds de dotation de l'AUF que nous avons créé. Et les membres du conseil d'administration souhaitaient que cette mention figurât dans les statuts. Concernant toujours le recteur, et pour éviter des soucis à nos successeurs, nous avons souhaité cristalliser dans les statuts, sanctifier dans les statuts, la procédure de renouvellement des recteurs telle qu'elle avait été prévue dans nos règlements et qui a été procédure mise en pratique à la fois pour Madame Gendron-Massalou et pour Monsieur Bernard Cerchilini. Il est intéressant, je crois, que cette procédure soit sanctuarisée dans ce qui constitue la loi de l'agence, hein, sa plus haute forme juridique. Nous en arrivons au point 35, qui est de pure reformulation et de rédactionnel, en rajoutant le fonds de dotation que j'évoquais à l'instant. Et nous vous proposons de changer le titre de l'article 6, entrée en vigueur et dispositions transitoires, puisque ça fait longtemps qu'il n'y a plus de dispositions transitoires, en faisant le règlement intérieur de l'Assemblée générale. Règlement intérieur remis en forme que vous trouverez d'ailleurs dans vos sacoches pour plus de commodité au moment du vote. Le reste est du rédactionnel et nous en arrivons au point 40 qui est à la fois l'actualisation de l'appellation des régions et surtout la subdivision de la région du monde arabe que j'évoquais à l'instant. Donc nous aurions comme région Afrique, Amérique, Asie-Pacifique, Europe centrale et orientale, Europe de l'Ouest, Maghreb, Moyen-Orient. Donc les sept régions. Le point 41 précise les modalités d'élection pour les représentants des membres associés au Conseil associatif. Le 42 en fait de même pour les réseaux universitaires. Et au point 44, nous avons une précision concernant l'élection du président qui consiste à dire, pour simplifier la procédure de vote, que celui qui obtient le moins de voix se retire automatiquement à chaque tour de scrutin. Donc, les points suivants sont les conséquences de tout ce qui précède, hein, puisqu'on décrit la ventilation des 16 nouveaux sièges, si vous les acceptez, avec les quotas régionaux dans le point 45. On reparle de l'élection des membres associés au Conseil associatif. Et donc toutes ces dispositions, la 45, la 47, la 48, la 48, c'est bien ça, découlent des points précédents. Voilà donc qui fait le tour des modifications des statuts et je cède la parole à notre président. Oui, je reste. Alors, merci beaucoup, Madame la Secrétaire générale. Vous avez présenté avec brio ces projets de modification. Alors, donc, je crois que maintenant, nous allons voir avec les membres de l'Assemblée s'il y avait des éléments de précision, de questions, de commentaires relativement à cette proposition qui vous est soumise. Alors, est-ce qu'on a des micros prêts au cas où? Oui, ok, je pense qu'il y a des micros là, qui sont là, s'il y a des questions.
Alors, pour le moment, est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu vois-tu? Merci, je suis Jean-Jacques Paul, je suis le recteur adjoint de l'Université Galatasaray à Istanbul, Turquie. Je crois que c'est important d'avoir effectivement des échanges sur les propositions qui nous sont faites, de façon à ne pas avoir un vote massif sans un minimum de discussion. Et je voulais poser une question concernant le point 21 à propos de l'élection de 3 membres désignés par les réseaux universitaires. Et je pense qu'effectivement c'est un enjeu important, mais je me posais la question de la représentativité, dans la mesure où effectivement nous avons 7 membres élus sur une base régionale, donc qui représente effectivement l'ensemble des universités membres de l'association. Nous avons 3 membres élus par les membres associés et 3 membres donc représentant les réseaux. Je voulais savoir si on avait une idée plus précise du nombre de réseaux, de cet environnement constitué par les réseaux, puisque nous avons d'un côté 3 membres, donc 3 membres élus par les membres associés et 3 membres désignés par les réseaux, c'est-à-dire on a une équivalence entre les membres élus par les membres associés et les membres désignés par les réseaux. A priori, très franchement, ma réaction spontanée, c'est de dire effectivement, est-ce que ça se justifie d'avoir le même nombre de membres pour les membres associés d'un côté et pour les réseaux de l'autre? Merci pour votre réponse. Merci pour la question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments possibles à la réponse à votre question. D'abord, il faut comprendre que les réseaux tels qu'on les connaît maintenant, donc je pense qu'ils sont au nombre de 12, 11 maintenant, oui, on a un qui n'existe plus. Maintenant, les réseaux en tant que tels, il faut aussi savoir qu'ils représentent aussi des regroupements importants dans chacun de ces réseaux-là de facultés de différentes universités. Donc, il y a des réseaux qui peuvent avoir plusieurs dizaines, même une centaine et plus de membres. Alors donc, en ce sens-là, il faut voir les réseaux un peu différemment que les membres universitaires ou les universités membres, puisqu'ils sont déjà fédérés en quelque sorte avec plusieurs facultés. D'autre part, je crois qu'ici, il y a aussi cette importance historique de la place des réseaux dans la vie, je dirais, académique, universitaire de la francophonie. On a pu constater depuis maintenant plus de 25 ans, quand les réseaux ont été établis, qui sont là de façon importante pour animer justement la vie scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors donc, je rappellerai également que jusqu'à cette proposition ici, les réseaux avaient 5 représentants au sein du Conseil. Alors, ils sont réduits à 3, pas parce qu'on a jugé qu'ils n'étaient pas toujours aussi pertinents, mais c'est parce qu'aussi nous avons une nouvelle réalité depuis 2001, c'est-à-dire la croissance importante des membres associés. Et donc, il faut aussi faire une place à ce type de membres-là dans les instances de l'AUF, puisqu'ils amènent eux aussi des perspectives qui sont complémentaires aux perspectives des membres titulaires et des réseaux institutionnels. Alors, nous avons eu un débat, une réflexion dans le sens de la vôtre, mais nous avons jugé quand même que ceci représentait un équilibre qui était sain pour justement assurer que la vie scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie puisse continuer à être, je dirais, à s'exprimer, non pas seulement à travers, je dirais, les membres universitaires, mais aussi à travers les réseaux de chercheurs et aussi les réseaux institutionnels qui sont finalement des réseaux thématiques, qui sont des facultés de droit, des facultés de médecine, des facultés de lettres, etc. Donc voilà un peu le raisonnement que nous avons utilisé au moment de faire les choix que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, Madame la Secrétaire Générale, je ne sais pas si vous voulez ajouter.
Bonjour, je suis Gérard Cliquet, je suis professeur à l'Université de Rennes 1 et surtout ici, je suis le président de la CIDGF qui est un de ces 11 réseaux dont vient parler le président, M. Fontaine. Puisqu'il ne resterait plus que 3 places au Conseil associatif pour les réseaux, ne pourrait-on pas envisager que, puisqu'il y a 3 grands groupes de disciplines, que ces 3 places soient en quelque sorte désignées en faisant référence à chacun de ces 3 groupes, car s'il y a uniquement 3 réseaux de santé, par exemple, ils ne pourront pas représenter ni les sciences humaines et sociales, ni les sciences au sens où l'entend l'AUF. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, Monsieur le professeur Cliquet. En fait, je pense que votre proposition, nous l'avions un peu à l'esprit aussi, lorsque nous avons rédigé la proposition, puisque quand vous regardez, je dirais, le mode de désignation des 3 membres des réseaux, c'est un mode de désignation qui est différent que les modes de désignation pour les autres membres, qu'ils soient universitaires, des universités ou des membres associés. Et je m'explique. Vous voyez bien que dans la proposition, c'est les 11 réseaux entre eux qui vont nous arriver, ils vont nous désigner les 3 membres qui vont siéger au Conseil, et cette proposition-là ne sera pas soumise au vote de l'Assemblée générale comme ça sera le cas pour les autres catégories de désignation. Alors donc, je crois que c'était une façon aussi pour nous d'assurer que sans avoir à statuer d'une façon trop je dirais, rigoureuse ou trop limitative, de laisser justement cette concertation-là entre les membres des réseaux qui sont quand même, je pense, se connaissent très bien et qui travaillent ensemble depuis très longtemps. Alors voilà un peu, je dirais, la philosophie, la raison d'être de l'approche que nous avons utilisée dans la proposition. Merci, je suis Yves Voltaire, recteur de l'Université publique du Sud au CAI en Haïti. Monsieur le Président, ma question porte sur le numéro 23 des modifications proposées. On parle d'un ajout. La Commission des finances peut inviter à ces réunions des observateurs qui ont une voix consultative. Est-ce que vous pourriez préciser pour nous, Monsieur le Président, de quel type d'observateurs on parle et quel est le bien fondé de faire appel à eux, à cette commission des finances? Merci pour votre clarification. Alors la commission de finances, elle est composée à la fois je dirais, de membres universitaires du conseil d'administration et aussi de membres désignés par les États. Alors donc, il y a dans un premier temps donc l'idée d'avoir des observateurs ou des invités, hein, c'est ça? Oui. Bon, une des premières réponses, et la secrétaire générale en ajoutera aussi au besoin, c'est que, dépendamment aussi de la composition du conseil d'administration et les gens désignés, il pourrait y avoir aussi des partenaires importants de l'agence auxquels nous voudrions pouvoir échanger je dirais, plus à fond avec eux sur les enjeux au niveau de leur propre contribution financière à l'agence, etc. Mais sans doute seulement donc sur invitation, et ce ne seront pas des personnes qui siégeront d'office du tout à la commission de finances. Alors, si vous me demandez la question aujourd'hui, je ne prévois pas nécessairement que ce serait une pratique qui serait courante. Tout à fait. Donc, ce serait de façon très restreinte, comme vient de le dire Monsieur le Président. À vrai dire, nous avions à l'esprit le fait que dans le comité de gestion, dont vous allez peut-être voter la suppression, était représenté, par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur français, qui nous donne quand même une subvention, et qu'on ne retrouve pas à la commission des finances. Donc, ce serait, s'il le souhaite, ce serait bien de pouvoir l'inviter pour observer le déroulement des travaux et s'assurer que la gouvernance financière de l'agence est conforme à ce qu'elle doit être. Mais c'est effectivement quelque chose de très restreint et de très ponctuel. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux?
Amal Eloisani, présidente de la Conférence internationale des doyens de chirurgie dentaire francophones. Permettez-moi de revenir sur une question relative au réseau institutionnel et particulièrement par rapport à leur représentativité au sein du Conseil associatif. Il semblerait qu'on avait droit à 5 membres qui ont été réduits à 3. Et pourquoi ne pas augmenter le nombre total des membres du Conseil associatif? Je vous remercie. Alors, je me permets de répondre parce que c'est une réponse un peu triviale, excusez-moi, donc c'est à la secrétaire générale de le faire, mais il y a aussi une question de financement. Nous ne pouvons pas augmenter démesurément le nombre des membres, nous l'avons augmenté légèrement pour le conseil associatif. Il y a une limite financière et je rajouterai aussi qu'il y a une limite pratique. Si un conseil devient trop nombreux, il ne peut plus travailler valablement. Donc cet équilibre de 3 et 3 nous a paru équitable. Et permettez-moi quand même d'ajouter la chose suivante, c'est qu'il y a eu aussi un débat à savoir quel est un équilibre, je dirais, souhaitable en termes des forces vives qui sont les membres de l'agence. Et donc, il faut aussi pouvoir assurer que les poids relatifs des différentes catégories de membres de l'agence soient relativement, toute proportion gardée, dans des proportions qui peuvent se justifier au niveau des instances. Et il faut dire que depuis 2001, et donc le portrait de l'évolution de l'agence a beaucoup évolué. Et encore une fois, ce que l'on doit constater, il y a eu une évolution très rapide de la part de l'adhésion des membres associés et on a pensé qu'il fallait aussi qu'ils aient un droit de cité en quelque sorte auprès des instances de gouvernance de l'agence. Alors donc, ce sont des débats que nous avons eus au conseil associatif également et on pensait que ceci c'était l'équilibre qui permettrait justement d'avoir donc des instances de gouvernance qui sont quand même représentatives, je dirais, des différentes catégories de membres que nous avons à l'agence en ce moment. Voilà. Une dernière peut-être, au besoin? J'en vois pas. Non? Ah. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. C'est que j'ai beaucoup de difficultés à avoir. C'est un peu difficile. Quoi qu'il y ait un vrai débat, est-ce qu'il y avait une question là-bas? Il n'y a pas d'autres questions, non? Je sais pas. Alors moi je ne vois pas. Alors donc si vous me dites ceux qui surveillent les micros là, il y a une question là-bas. Ok, allez-y. Bonjour Monsieur le Président. Je me présente Ali Hamid de l'EUL Liban. J'ai une petite question pour le point 45. Quels sont les critères que vous aviez utilisés pour la distribution des sièges géographiquement? Point 45. Bon, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas eu je dirais, de changement par rapport au nombre le nombre qui était prévu. Ce qui est arrivé, en fait, il y a un seul changement, c'est qu'en créant ou en scindant en quelque sorte la région Maghreb et en créant la région Moyen-Orient, nous avons ajouté bien sûr un siège. Au lieu de le retrancher ailleurs, nous avons ajouté un siège. Alors l'équilibre est l'équilibre qui a été établi en 2001 au moment de l'adoption des statuts de 2001 à Québec. Et qui est proportionnel au nombre de membres. Bon, voilà. Alors, je ne sens pas qu'il y a d'autres demandes de précision ou de questions. Alors, ce que je souhaiterais que l'on puisse faire, hein, si vous êtes d'accord, hein, c'est qu'on demande le vote sur la proposition globale, puisque ça serait difficile, parce que si on y va point par point, à ce moment-là, ça devient plus difficile, parce que c'est un texte quand même qui se tient. Un élément a un impact sur l'autre. Alors donc, est-ce que vous êtes prêts pour le vote? Alors, je vous rappelle que nous avons besoin d'un accord aux 2/3 des membres. Alors donc, nous avons
des scrutateurs et qui vont, dans le meilleur de leur capacité, compter, mais si on voit qu'il y a une difficulté, on vous redemandera de nouveau. Donc, ceux qui ont encore une fois des cartons verts, alors je vous demande si vous êtes d'accord avec la proposition de la modification qu'on vous a soumise, de, s'il vous plaît, lever votre carton vert, qu'on puisse pouvoir le voir. OK, c'est très nombreux. OK, je pense qu'il y a certainement plus de 2/3. Est-ce qu'il y a des abstentions? Maintenant, je vais demander s'il y a des abstentions ou des personnes qui veulent voter contre. Ça semble être un vote unanime. Alors, mais écoutez, je pense que vous avez donné un appui unanime. Merci beaucoup, merci. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bon, maintenant, c'est mon rapport statutaire. Bon, on était en train de chercher mon document pour mon rapport. Alors, mais d'ici là, je voudrais saisir cette occasion pour d'abord remercier donc le groupe de travail avec qui j'ai eu le privilège de travailler pour vous proposer ces modifications à nos statuts. Je crois que ceci va nous permettre de répondre en grande partie aux observations qui avaient été nous avaient été fournies au moment de l'Assemblée générale de Bordeaux. Et bien sûr aussi, déjà à partir de l'Assemblée générale de Phnom Penh, nous avions également noté un certain nombre de choses. Alors là, je crois que ceci va répondre d'une façon beaucoup plus précise donc à nos besoins en termes de statut pour les années à venir. Bon, mais écoutez, j'avais quand même préparé un PowerPoint et vous avez le rapport dans votre mallette. Alors, je vais y aller. Donc, j'espère que ma mémoire fera pas défaut, puisque dans l'essentiel, c'est une activité à laquelle j'ai participé pendant toutes ces années. Alors, je vais y aller. Je vous rappelle d'abord que la présidence de l'Agence universitaire de la francophonie est un mandat de 4 ans et évidemment nous sommes élus à l'Assemblée générale. Alors mon élection est parvenue à Bordeaux en 2009, ce qui fait que je termine maintenant mon mandat à la présidence de l'Agence. Alors on peut y aller. Alors on vient de discuter des statuts et je dirais que l'un des grands mérites des statuts de l'Agence, c'est à la fois, ça semble pouvoir être un peu complexe, mais nous avons, je dirais, une gouvernance qui est à la fois complète, mais aussi à la fois qui permet justement de rassurer les membres et de rassurer nos bailleurs de fonds sur toute la légitimité que nous pouvons avoir. Alors, outre la présidence, pour mémoire, je vous montre à l'écran quelles sont les autres instances de l'agence universitaire. Donc, évidemment, il y a l'Assemblée générale, nous y sommes, et par la suite, il y a le Conseil associatif. Et ça, le Conseil associatif, c'est une instance très importante pour ceux et celles qui ont siégé au cours des années. C'est aussi l'instance qui s'occupe de la vie associative de l'agence et qui fait en sorte qu'effectivement, nous avons pu démontrer que nous sommes une association, en plus d'être un opérateur de la francophonie, et nous avons une instance qui est propre à notre association. Par la suite, bien sûr, il y a le conseil d'administration qui est composé à la fois d'universitaires et aussi de membres désignés par la francophonie. Il y a un troisième conseil qui est le conseil scientifique. Et le conseil scientifique joue un rôle absolument central, je dirais, à la vie de notre agence, à son excellence, à son évaluation. Encore là, je voudrais les féliciter, en particulier féliciter son président et toute son équipe, Michel Troquet, qui est présent parmi nous. Alors, Michel, félicitations pour le travail que tu as conduit au cours de ces années. Évidemment, je voudrais, même si elle n'est pas là, dire à quel point nous avons apprécié aussi le travail de Mme Collin, qui a présidé les destinées de cette institution pendant plusieurs années également, et qui a su conduire les travaux qui a fait en sorte que la renommée
de l'agence à travers ses activités scientifiques et l'évaluation de son activité scientifique, je pense, s'en sort vraiment agrandi. Notamment, Monsieur le Directeur, alors Monsieur le Directeur, j'en profite aussi pour vous dire à quel point ça a été un très grand privilège pour moi de pouvoir collaborer avec vous. Je pense en tout point, nous avons su avoir une vision partagée. J'ai été recteur d'une université pendant 12 ans. J'ai cru comprendre à mon époque quel était le rôle d'un recteur par rapport à un président de conseil et je n'ai surtout pas voulu tenter de remplir le rôle du recteur. Je n'aurais pas pu le faire d'ailleurs et j'ai essayé de garder cette ligne entre les fonctions de la présidence et les fonctions du rectorat et je pense que ceci a permis aussi d'avoir une collaboration très fructueuse et je veux vous en remercier. Et enfin, il y a cette dernière instance dont nous avons parlé maintenant, mais qui n'existe plus. Alors, c'est le Fonds universitaire de coopération et de développement. Et comme l'a dit la secrétaire générale, il s'agissait là, je dirais, d'une tribune qui permettait, avant les statuts de 2001, de points de rencontre entre les bailleurs de fonds, les États et les universitaires. Et après que nous ayons donc modifié les statuts, on a bien vu au cours des années que la commission de finances, qui est aussi composée d'un membre des États et des universitaires, donc remplissait un peu le même rôle et donc ça devenait un rôle un peu redondant et c'est la raison pour laquelle il vient d'être aboli. Alors voilà les instances qui nous gouvernent, nous tous, et auxquelles vous faites confiance, bien sûr, entre les années qui... Ah ben merci, alors voilà, donc peut-être ça ira plus vite maintenant avec mes notes, voilà, merci beaucoup. Alors, on peut donc passer. Voilà, donc, quel a été le mandat que j'ai vécu au cours des 4 dernières années? Je dirais qu'il y a trois grands éléments que j'aimerais discuter avec vous qui ont caractérisé mon mandat. Bien sûr, ce n'est pas l'ensemble de l'activité de l'agence, mais qui ont caractérisé de façon plus particulière mon mandat et pour lesquels... j'avais attaché beaucoup d'importance au moment de candidater pour le poste à la présidence. Ceux et celles d'entre vous qui étaient à Bordeaux, lorsque j'avais prononcé mon discours avant mon élection à la présidence, j'avais quand même évoqué un certain nombre d'éléments et de souhaits. Et donc, ce sont des éléments sur lesquels j'ai souhaité pouvoir travailler au cours des années. Alors, la première chose, je crois, qu'il faut dire, c'est qu'au-delà des réunions, les nombreuses réunions, vous les avez, je pense, énumérées dans le rapport écrit que j'ai eu à présider. Donc, au-delà de cela, mon mandat, je crois, a été marqué d'abord par une vie associative renouvelée. J'étais un de ceux qui croyaient que la vie associative, elle devait être au cœur de ce que faisait l'agence, ce qui intéressait l'agence et particulièrement aussi ces instances au moment de ces rencontres. Alors donc, nous avons en tout premier lieu, ça a pris quelques années, mais quand même, nous sommes arrivés à l'adoption d'une nouvelle politique associative fondée sur 3 principes que vous avez à l'écran. Le recentrage de son action au profit des institutions. Et ça, c'est important parce que nous voulons avoir des actions qui ont une certaine pérennité et nous sommes convaincus que si l'action de l'agence se pose au niveau des institutions plus qu'au niveau des individus, alors à ce moment-là, on peut assurer une meilleure pérennité et je crois un rayonnement et un impact beaucoup plus large. Deuxième grand principe qui guide cette nouvelle politique associative, eh bien, est fondée sur la rupture avec ces logiques d'assistance et de substitution, je dirais, pour plutôt une action qui est basée sur un rôle d'appui et un rôle de levier auprès de nos institutions membres. Je crois que c'est là le rôle, la fonction de l'agence au cours des prochaines années. Finalement, donc le troisième principe de cette nouvelle politique associative, bien, c'est la mise en œuvre du principe de solidarité dans un objectif de développement mutuel. Toujours par cette vie associative renouvelée, au-delà de cette politique que je viens de présenter dans ces principes, il y a évidemment l'extension importante au plan géographique et aussi au plan de la diversité des membres de l'agence universitaire.
Alors vous avez le tableau à l'écran. Nous sommes passés en 4 ans de 693 membres à 782 membres. Et je pourrais vous dire que depuis 2001, puisque je suis arrivé au Conseil associatif en 2001, nous avons probablement doublé le nombre de membres à l'agence universitaire. Donc une croissance de 13%, si mes calculs sont bons. Et lorsqu'on regarde la répartition de cette croissance ou de ces membres entre les membres titulaires et les membres associés, vous voyez qu'il y a eu une croissance de 54 au niveau des membres titulaires et de 35 au niveau des membres associés, donc respectivement une croissance de 11 et de 17%. Donc l'AUF, on le voit très bien ici, a toujours une pertinence à la fois évidemment auprès des universités francophones, mais aussi auprès des universités partiellement de langue française, c'est-à-dire qui s'intéressent, les francophiles qui s'intéressent à la francophonie universitaire. Troisième élément qui marque, ou les autres éléments qui marquent ce que j'appellerais une vie associative renouvelée, bien, il faut dire que dans les nouveaux membres que je viens de présenter, 30% sont dans des pays hors francophonie institutionnelle. Et ça, c'est remarquable. Nous sommes ici au Brésil. Au Brésil, nous avons 14 membres associés et on sait bien, on l'a dit tout à l'heure lors des discours d'ouverture, donc dans un pays qui n'est pas membre de la francophonie, on peut en nommer plusieurs comme ceux-là. Et donc ceci, ça représente donc une croissance importante. Et en fait, ce 30% de croissance dans des pays non francophones, je peux vous les nommer, c'est 11 pays qui sont en jeu ici, la Bolivie, le Chili, le Japon, le Kenya, Malte, le Pakistan, la Palestine, le Pérou, le Portugal, le Soudan et la Tanzanie. Toujours au niveau de cette vie associative renouvelée, je crois que personnellement, j'ai voulu faire un effort. J'étais très touché par la confiance que vous m'avez témoignée au moment de mon élection à Bordeaux. Et c'est important. Évidemment, c'est très, très difficile, c'est pratiquement impossible pour un président de pouvoir aller visiter toutes les universités membres de l'AUF. Je pense que le recteur n'y réussit même pas. Et vous comprendrez qu'un président qui a des fonctions par ailleurs ne peut pas faire cela. Mais quand même, j'ai essayé autant que possible d'être présent lorsqu'il y a eu des grands regroupements de nos membres autour des conférences de recteurs, bien sûr, et j'en ai fait plusieurs. J'ai aussi été présent au moment historique de l'ouverture de notre 10e bureau au Maghreb, donc j'étais là à Rabat, et qui n'est pas à l'écran, mais quand même, pour moi, a été une année absolument remarquable et fort en émotion et en histoire et aussi en perspective d'avenir pour l'AUF. Ça a été toutes les activités autour du 50e anniversaire de notre agence. En 2011, nous avons eu des grandes manifestations scientifiques à Montréal, à Brazzaville, à Bruxelles et à Paris, et j'y étais pour chacune de ces activités. Alors, voilà à ce niveau-là. Maintenant, je voudrais vous parler aussi de ce que moi je considère que pendant mon mandat, ce mandat a été marqué par je dirais, une modernisation de l'agence. Et pourquoi je dis ça? Bien, d'abord, il y a eu l'adoption de la programmation 2010-2013. Je suis arrivé au printemps 2009. Nous avons approuvé la nouvelle programmation 2010-2013 au conseil d'administration de décembre 2009. Et c'est une programmation qui avait je dirais, qui statuait une nouvelle façon de faire les choses à l'agence. Alors, pourquoi je dis ça? D'abord parce que nous avons mis l'accent sur la déconcentration de nos activités. Pourquoi? Ben, je crois que c'est parce que c'était important de se rapprocher des membres, d'être au diapason avec l'évolution des enjeux, des visions, des défis des membres, et la déconcentration permet en bonne partie, vers les bureaux régionaux, donc permet en bonne partie d'être beaucoup plus présent et être à l'écoute des membres et être beaucoup plus, je dirais, en mesure de réactivité par rapport aux situations qui se posent. Aussi, nous avons adopté une nouvelle démarche, c'est-à-dire la démarche projet. Bon, la démarche projet, pour moi, si je voulais la résumer, je dirais c'est peut-être justement pour nous assurer collectivement que nous ne nous bureaucratisons pas plus qu'il le faut en termes de déploiement de programmes, etc. Parce que
Évidemment, la vie universitaire, elle évolue, les besoins des universités évoluent, les besoins des universitaires évoluent. Et je crois que quand on a une approche par projet, d'abord on a un projet parce qu'on avait un objectif, et quand on a établi le projet, et quand on arrive au terme du projet, on a un résultat. Et ça, je crois que ceci rend beaucoup plus dynamique cette programmation de l'agence universitaire. Aussi, nous avons transformé je dirais, la structure programmatique, parce que nous sommes basés sur 3 axes d'intervention prioritaires, à savoir accompagner les établissements membres dans leur stratégie de développement. Alors toujours, donc, on voit un accent plus important, plus prononcé sur l'institution, aider au rayonnement de la communauté universitaire francophone sur la scène internationale. Et là, vous savez, on a tenu beaucoup de séminaires sur des enjeux très importants pour notre collectivité au cours des dernières années, que ce soit sur le numérique, sur le classement des universités. Nous en discuterons au cours des 2-3 prochains jours. Et aussi de favoriser l'émergence d'une génération d'enseignants, chercheurs et de professionnels acteurs du développement. Une chose qui est très importante, on le sait très bien, et je crois que ceci fait écho aussi à ce que vous pensez dans la plupart des cas. Toujours au niveau de la modernisation de l'agence, eh bien, j'y reviendrai pas parce que nous venons de le débattre, mais l'actualisation des statuts que nous venons d'approuver. Je crois que ceci nous permet aussi de reconnaître quels sont les acteurs de cette francophonie, de cette science universitaire qui sont présents, qui sont peut-être, je dirais, à proximité de l'AUF maintenant, mais qui vont se trouver peut-être plus incités à devenir membres de cette grande famille. Je pense en particulier à la définition de nos concepts de réseau, quand on va pouvoir l'élargir aussi à des réseaux de chercheurs, en plus des réseaux institutionnels. Voilà donc toute une nouvelle perspective qui s'ouvre pour l'agence universitaire de la francophonie. Alors donc, voilà pour ce qui est de ces éléments. Maintenant, en terminant sur la question de l'agence et sa modernisation, je dirais aussi que nous avons réussi à moderniser l'agence, non pas par l'action du président, mais en grande partie par l'action de l'exécutif et menée par un recteur qui est un grand visionnaire et qui est, je dirais, a su rallier d'une façon extraordinaire l'ensemble des employés de l'agence pour qu'ils puissent suivre cette programmation. Et donc, son renouvellement, pour moi aussi, c'est un témoignage de cette continuité, de ce nouvel élan que nous avons entrepris. Alors, Monsieur le Recteur, vous saviez, vous avez eu toute notre confiance lors de votre renouvellement, et merci pour cela. Aussi, il y a eu, j'ai parlé et j'ai félicité M. Troquet et Mme Collin, mais l'ensemble des membres du Conseil scientifique. Et donc aussi, au Conseil scientifique, nous avons renouvelé un tiers de ses membres récemment, ce qui fait aussi qu'il y a un renouvellement, donc il y a, je dirais, du nouveau sang, comme on dit chez nous, qui arrive, et ceci fait en sorte aussi qu'on va pouvoir continuer à viser et approfondir notre démarche d'excellence et d'évaluation qui est chère à notre conseil scientifique et qui est important pour la réputation de l'agence. La nomination des directeurs des bureaux régionaux, je pense que j'ai assisté à peu près à toutes les commissions de nomination et c'est extraordinaire. Nous avons une équipe vraiment formidable. Je les connais pratiquement tous et j'apprends à les connaître davantage maintenant à la veille de mon départ. Mais je vais vous dire que, et je sais, le recteur me le dit souvent aussi, qu'avec cette politique de déconcentration, avec cette politique de projet, avec cette politique de proximité avec les membres, je crois que vos fonctions sont des piliers, vous êtes des piliers très importants pour la réalisation des objectifs de cette agence et je voudrais aussi vous remercier et vous féliciter pour le beau travail. Troisième élément de mon mandat, je dirais que nous avons visé sur une plus grande diversification des ressources. Nous avons visé, nous avons eu des résultats positifs, nous avons été aussi confrontés avec, on sait, avec une conjoncture économique mondiale qui n'était pas favorable, mais ce que nous savons, c'est que nous avons un budget d'environ 40 millions d'euros, dont 83 ou 84% sont des contributions des États. Et donc, pour nous, c'est important de pouvoir aller
à la rencontre de nouveaux partenaires pour pouvoir assurer que nous avons les moyens de nos ambitions. Et sur cela, on voit une croissance très intéressante au cours des dernières années des contributions contractuelles que nous sommes allés chercher pour réaliser des grands projets qui sont à la fois des projets qui cadrent dans nos objectifs à nous, dans notre programmation à nous, mais aussi qui cadrent très bien avec ce que veulent faire les partenaires qui nous font confiance pour pouvoir signer ces accords de contribution avec nous sur une base contractuelle. Alors là, on voit l'évolution des contributions contractuelles et des produits d'activité. Et donc, ceci se continue. Et je peux vous dire que même en commission financière, on a constaté qu'entre 2011 et 2012, il y avait encore eu une croissance. Et souhaitons que cette croissance va continuer parce que les ressources, on doit aller les chercher là où elles sont. Parce que les projets et notre ambition, elle est beaucoup plus grande que la capacité que nous avons au plan de nos ressources à l'heure actuelle. En terminant, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire deux choses. D'abord, je suis vraiment très privilégié d'avoir pu aussi participer à la programmation quadriennale en cours. C'était important pour moi, non pas parce que les autres ne peuvent pas le faire, mais j'avais encore quelques idées que je souhaitais pouvoir partager avec vous, avec les membres. Et depuis 1 an, nous avons travaillé à préparer la programmation quadriennale 2014-2017, laquelle vous sera soumise en atelier. Je vous en ferai une présentation sommaire tout à l'heure, et aussi sera discutée en atelier aujourd'hui. Alors ça, je n'irai pas en détail dans ce sommaire ici, puisque j'en parlerai tout à l'heure, mais je peux vous dire que cette programmation-là, pour moi, elle est le résultat jusqu'à maintenant de deux choses. Elle est le résultat je dirais, de ce que moi j'ai entendu, mais ce que nous avons entendu collectivement, au moins depuis 2 ans, en commençant par le 50e anniversaire de l'AUF, quand nous avons eu ces grandes tribunes où nous sommes réunis à Montréal, à Brazza, à Bruxelles et à Paris. On entendait les membres nous dire quels étaient les grands enjeux d'avenir, quels étaient les besoins en émergence dans les universités qui sont nos membres. Et c'est à partir de ce dialogue-là que nous avons construit une proposition que je crois sera d'un grand intérêt lors de nos discussions que nous aurons aujourd'hui autour de ce projet. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier, je le ferai aussi tout à l'heure, mais les membres qui m'ont accompagné dans cette réflexion-là pour vous proposer cette programmation 2014-2017. En conclusion, je voudrais, j'ai décrit ici au long de ces 4 années, c'est vrai, mais c'est au long de ces 12 années, puisque je suis au conseil d'administration depuis 2001, au moment de la refonte des statuts à Québec. J'étais là lors du débat qui s'est fait autour des statuts à Québec, qui était plus long que celui d'aujourd'hui, mais je pense que le résultat de ces débats-là à Québec nous ont donné de bons statuts. Et j'ai vu donc depuis lors cette institution grandir, et je la quitte. Parce que je la quitte, peut-être c'est parce que je suis un optimiste de nature, mais je ne crois pas. Je la quitte parce que je pense qu'elle est en bonne santé. Elle sait où elle veut aller, puis si elle sait où elle veut aller, c'est parce que ses membres le communiquent. Et on sait, je pense que nous sommes à l'écoute des membres. Alors, j'ai été plutôt une personne qui a été privilégiée de servir cette institution. Et j'espère que j'ai pu rencontrer les exigences que vous voyez dans une mandature de président d'agence universitaire de la francophonie, qui ne peut pas consacrer 100% de son temps à cette fonction. J'ai été recteur d'université 3 ans sur les 4 ans que j'étais à la présidence. Alors, vous savez ce que ça représente. Mais je veux vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoignée, pour votre amitié et votre présence constante et surtout votre engagement énergique en faveur de la vitalité du savoir en français. Et c'est toujours un grand plaisir quand je viens dans ces tribunes ici et que je vais à votre rencontre et je vois la fierté que vous avez à vous identifier à l'institution, à ces instances de gouvernance. Merci pour tout cela.